Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de PNL et d'hypnose conversationnelle et un article sur lequel j'ai pu lire des éléments intéressants issus de Cerveau et Psycho, et c'est Yves-Alexandre Talman qui l'a écrit. Le nom de l'article, c'est Les mensonges du non-verbal. J'ai bien aimé l'article parce que il remet un petit peu dans un cadre plus juste l'influence ou la possibilité de tout à chacun de capter des éléments du non-verbal pour comprendre mieux la personne en face. En l'occurrence, là, c'est pour la notion du mensonge. Je peux détecter le mensonge. Pour ceux qui, il y a quelques années, regardaient la série Lie to Me, il en fait référence. Donc Lie to Me, c'est une série policière où il y a un héros un anti-héros d'ailleurs, qui aide le FBI, entre autres, à savoir qui ment pendant des entretiens, etc. Et pour ce faire, il utilise le travail de micro-expression développé par Paul Ekman. Travail qui est hyper intéressant. À cette époque-là, moi, je m'étais formé justement à tout ce qui était micro-expression. Je trouvais que c'était intéressant et c'était tout mon côté assez passionné par la synergologie, le body language, etc. Là, si on reste dans ce cadre du mensonge, l'article démontre que énormément de personnes pensent que l'on peut reconnaître un menteur par son body language. Ils ont fait une étude de 1300 sujets. Il en ressort que 63% des personnes interviewées affirment que l'on reconnaît les menteurs à ce qu'ils détournent le regard, par exemple. Donc, on sait que beaucoup de personnes vont vous dire, une personne quand elle ment, elle ne vous regarde pas droit dans les yeux. On pourrait dire, ça dépend complètement de l'état d'esprit de la personne. Moi, par exemple, j'aime pas particulièrement l'eye contact, donc je suis assez souvent dans mon monde intérieur en auditif, plutôt qu'être en contact visuel. Et pour autant, je suis pas en train de mentir à ce moment-là. Ce qui le met en avant, c'est de dire que il n'y a rien de probant dans les techniques proposées pour prouver que les gens mentent. Ça ne veut pas dire que sur l'ensemble des éléments d'études de body language, de synergo, etc., on ne peut pas avoir des idées ou des indices sur d'autres sujets que le mensonge, mais en tout cas pour le mensonge, il n'y a rien qui est factuellement prouvé. C'est un petit peu comme en PNL avec les clés d'accès visuel. Je regarde en haut à gauche, je suis en train de repenser à quelque chose de visuel. Je regarde en haut à droite, je suis en train d'inventer quelque chose de visuel. Ça, il y a des années, ça a été débunké. Et on ne peut plus vraiment valider cette notion-là, même si parfois nos biais pendant les formations, ou parce qu'on veut absolument valider cette notion-là, nous montrent que, ah ben non, mais là vraiment, je lui ai posé cette question-là, et j'ai vraiment vu que ses yeux allaient de ce côté, donc ça veut dire que... Mais c'est pas vrai. Ça me fait rebondir dès lors sur cette notion en hypnose conversationnelle, dans tous les travaux on va dire d'influence manipulation qu'on peut avoir en PNL, tous les échanges qu'on peut avoir, on va dire tout le travail sur l'échange à l'autre. On a assez facilement cette envie et ce désir d'avoir un pouvoir en plus, de mieux comprendre les gens, tout le travail du body language, de se dire que la personne n'a pas besoin de nous parler pour qu'on sache réellement ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. Pour les personnes qui sont plus habituées au cabinet, il y a tout le principe de ratification. On peut ratifier, on peut mettre en avant certains éléments, qu'ils soient verbaux ou paraverbaux, pour que le partenaire soit prenne conscience de ce qui vient d'être dit ou ce qui vient d'être fait, soit pour avoir des précisions dessus. Il est hyper aisé pour nous de tomber dans cette notion de puissance, voire toute puissance, de la connaissance au travers de plusieurs mouvements qui s'associent, du body language qui s'exprime, et avoir un lien de cause à effet avec des éléments prédéterminés. Quand je dis des éléments, c'est-à-dire des signifiants déterminés. Et on aime ça. Moi, j'étais le premier à l'exploiter à fond. C'était insupportable d'ailleurs. Et avec les années, j'ai mis un peu de côté cette surexploitation de ce que pourrait dire un corps. Même si je pense qu'il est intéressant, mais le problème, c'est qu'on a la légende
de Marabian, vous savez, qui disait 55% du langage passe par le non-verbal, 7% par le verbal, et le reste, je ne sais plus, c'est le timbre de voix. Expérience des années mi-50, je pense 55 ou un truc comme ça, ou un petit peu plus tard, mais c'était vraiment une expérience sur laquelle maintenant, en tout cas pendant très longtemps, beaucoup de disciplines se sont basées à dire, bon, le plus important, c'est pas ce que dit la personne, c'est ce qu'il fait autour. Un article comme ça a le mérite de remettre en avant, à dire, hey, les gars, attention, c'est pas si vrai que ça. Que ce soit les micro-expressions, que ce soit l'étude des langages non-verbaux, en tout cas sur le mensonge, il n'y a rien, absolument rien, qui donnera plus de statistiques positives à savoir si vous avez reconnu ou pas un menteur. Ce que dit l'auteur, c'est que tu as une chance sur deux, pile face, de savoir si la personne ment ou pas. Il a même, donc dans certaines études, montré que des personnes qui disent la vérité vont quand même développer certaines micro-expressions qui pourraient faire croire qu'il y a un mensonge. Donc, imaginez que quand une personne est en train de s'exprimer, de parler, quand en plus vous êtes dans une attente, vous avez une intention très interrogatrice, très inquisitrice, voire limite, la perception qu'il peut avoir, c'est jugeant, déjà avec ton idée derrière la tête à se dire, il pense de moi ceci ou cela. Imaginez tout ce qui se passe en interne, tous les dialogues, toute la psychodynamique, tout ce qui est en train de se passer comme stress et tension, avant qu'il ne réponde. Et il peut très bien penser à des éléments qui n'ont rien à voir avec votre question. C'est pour ça qu'assez souvent, ce qu'on tente de voir, c'est la réponse la plus rapide possible par rapport à la question qui est posée. Il suffit qu'il y ait un peu de temps, un peu de latence. Et là, les Ekman, c'était un peu son idée là. C'est la micro-expression se passe pendant un tout petit temps, une fois qu'on a donné une affirmation ou le questionnement. Dès qu'on commence après à revenir ou à laisser un certain temps se mettre en place, il se passe plein de choses dans le corps. Il se passe plein de choses dans la tête. Ce qu'on va lire à ce moment-là, ce qu'on peut même ratifier, peut être déjà biaisé par rapport à la réponse qu'on attend. Tu dis la vérité, ou là, en fait, bah, t'as vu, t'es triste, ou t'es en colère. Ah bah, tu dis ça, mais ça se voit que t'es en colère. Alors que le gars, il n'y est pas du tout. Parce qu'à l'intérieur, il se passe plein de choses. Alors, il peut froncer les sourcils, il peut se tendre un petit peu, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Il a peut-être une régression interne, il a peut-être quelque chose qui émerge, etc., etc. Nous, en tant que praticiens, au quotidien, il est plus intelligent et plus intéressant de poser des questions. Je peux ratifier, observer quelque chose. Un froncement de sourcils, une mâchoire qui se crispe, une main qui se ferme, et le faire remarquer, le faire mentaliser, prendre conscience à la personne en face de moi, et l'interroger dessus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Ça nous évite d'être dans cette croyance qu'on est tout puissant et qu'on sait mieux que l'autre. Ça permet aussi, et là plus dans le cadre de la thérapie, d'éviter de devenir celui qui est le sachant, celui qui connaît, même si, bien sûr, hein, on est en posture haute très souvent, donc on est quand même l'expert. Mais là-dessus, on n'est pas expert de ce qui se passe dans son corps. On peut supposer, mais on peut très rapidement projeter, voire même transférer, contre-transférer en l'occurrence. Le questionnement reste quelque chose d'hyper important. Votre observation du body language peut être hyper aidant, mais simplement si vous ne vous arrêtez pas à la conclusion que vous en avez. Mais en interrogeant, en faisant observer, et en étudiant ce qui est en train de se passer d'un point de vue paraverbal. Et vous, comment vous gérez le paraverbal? Est-ce que là, juste par rapport au cadre du mensonge, vous avez l'impression que parfois vous reconnaissez les menteurs? Et qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que selon les études, bah en fait, vous avez juste de la chance quand vous le reconnaissez? Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.